écrit un bouquin il y a quelques temps qui s'appelle « Dieu n'a pas béni l'Amérique » et où je démontre que ce pays est en plein déclin et ça se confirme tous les jours. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler, c'est, je remets Dieu à ma sauce, hein, Dieu toujours heureux en France. Alors l'effacement de la France n'est pas le fait du peuple français, ce n'est pas le fait de puissances étrangères. Il peut être, ce déclin il peut être constaté dans tous les domaines des relations internationales. La France subit, à mon avis, et je vais essayer de le prouver pendant quelques dizaines de minutes, elle subit à la fois l'incompétence et la pusillanimité de ses dirigeants. Les conséquences de l'ouverture des frontières à tout va, le peuple le subit avec le déferlement d'une immigration rustique qui est inassimilable, attiré par les largesses de notre pays, attiré aussi par un certain nombre d'incitations, et puis cette immigration est fondamentalement rétive à toute éducation et donc à toute intégration. Alors, suivant le flot de cette immigration, qui est due, nous le verrons, à un certain nombre de causes. Suivant ce flot, il y a évidemment une masse énorme qui est en train de déstabiliser le pouvoir, et un pouvoir qui est déjà incapable, et on voit s'étendre la violence, le terrorisme et les narcotrafics, etc., etc. Alors on a une classe politique indigente. Je ne sais pas si je peux accuser les individus, c'est très difficile, mais au bilan, il y a une sorte d'émulation qui va de la droite à la gauche. On parle d'extrêmes, mais ce n'est pas tellement des extrêmes. Hein. De la droite Rassemblement National à LFI, qui une espèce de classe politique qui est dans une sorte d'émulation, émulation dans l'incompétence. Voilà. Hein, je dis les choses telles que je les pense. La France donc subit un certain nombre de carences de cette classe politique, carences en courage, carences dans le service de la France et la compétition d'ambition personnelle. Elle a accepté, la France, elle a accepté c'est pas la France en fait. C'est cette classe politique qui a accepté de mettre de côté le formidable héritage de notre pays. Il suffit de se pencher sur son histoire, pas la peine de revenir aux Gaulois, hein, mais l'histoire récente, jusqu'à quelques grands présidents, hein, pour constater que nous ne sommes plus dans la perspective historique de la France. Alors, est-ce que la question se pose, est-ce que Dieu est encore heureux en France? Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai trouvé ce titre. En fait, je me suis souvenu de mes cours d'allemand. Hein, j'ai eu l'allemand comme première langue. J'aurais pu avoir le russe, mais bon, l'occasion ne s'est pas présentée. On n'occupait pas la Russie à l'époque. En fait, mon père était en Allemagne, et donc j'ai eu l'allemand comme première langue. Et les Allemands disaient « Glücklich wie Gott in Frankreich ». Il y a des germanistes parmi vous sûrement, et cela veut dire heureux comme Dieu en France, heureux comme un coq en pâte. Et pourquoi cette expression? Tout simplement parce que pour les Allemands du XIXe siècle, hein, et du XXe siècle, tout au moins au début, je ne sais pas s'ils le disent encore, hein, parce que notre véritable adversaire, vous le verrez dans les années qui viennent, c'est l'Allemagne. Hein. Parce qu'on revient à ce qu'était l'Europe westphalienne. Eh bien, il disait ça parce que la France était un pays d'équilibre, un pays de dimension, un pays de grandeur, de savoir, de qualité diverses et variées, et une langue. Irina parlait de nos amis russes, je dis bien nos amis russes, hein, qui regrettent de ne plus voir des Français, de ne plus entendre parler français. Donc il disait Dieu, toujours heureux en France. Et pour ajouter à cette idée, il parlait de la grande nation, die große Nation,
ce qui était peut-être un peu dans leur esprit légèrement péjoratif, parce que c'est vrai que les Français ont tendance à beaucoup s'admirer, et puis d'ailleurs on le mérite de s'admirer, c'est un peu normal quand on est un grand peuple. Mais il nous reprochait cette dimension qu'il n'arrivait pas à avoir. Alors pour enlever ce point d'interrogation, il faut que nous nous libérions, je vais directement au résultat, il faut que nous nous libérions de l'Union européenne et des États-Unis et que nous remettions de l'ordre dans le fonctionnement de l'État. Il faut retrouver notre démocratie vraie et en rendant le pouvoir au peuple. J'anticipe un peu, mais vous savez que la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit dans son article 2 que le drapeau, la langue, etc., mais surtout que le pouvoir appartient au peuple qui l'exerce soit par ses représentants, soit par le référendum. Référendum exit, il n'y en a plus eu depuis 2005. Quant à nos représentants, je ne sais pas s'ils représentent quelque chose autrement qu'eux-mêmes. Alors, avant de me lancer dans cet ouvrage, je me suis interrogé, est-ce que tu détiens la vérité? La vérité, c'est quelque chose de particulier, de personnel, et il y a deux sortes de vérités pour moi. Il y a la vérité telle que l'Union européenne nous la présente, avec des œillères à droite et une œillère à gauche, une œillère à droite. Et à l'intérieur, là, tout ce qui est à l'intérieur, c'est la vérité. C'est l'idéologie. C'est l'idéologie. Quand on est dans l'idéologie, on a une vérité. Est-ce que c'est la vérité? Je me pose la question. Il y a eu les idéologies fascistes, il y a eu l'idéologie marxiste, mais est-ce que ces idéologies détenaient la vérité? Sûrement pas. Alors je me suis dit que si j'accumulais des faits, donc quelque chose de tangible, la réalité, des constats, je serais probablement beaucoup plus proche de la vérité que quelqu'un qui s'inscrit dans une idéologie. Et cette idéologie, c'est la doxa, celle qui pèse sur nous à partir de Bruxelles et avec l'acceptation de nos dirigeants. Alors, vous savez, dans cette doxa, elle est vraie. J'en reviens à l'idée des faits que j'accumule. Le 17 janvier 2024, par exemple, le Parlement européen a adopté une proposition de résolution visant à amener les Européens à une conscience historique éclairée. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire quand on va au bout des termes? Ça veut dire que les Français et les Européens plus généralement ne sont pas conscients de leur histoire, ou en tout cas l'interprètent mal. Alors ce que je vais vous lire, là, c'est un texte qui a été présenté par une eurodéputée allemande qui était responsable de la culture, qui l'est toujours, qui s'appelle Sabine Verheyen. Elle a été relayée par quelqu'un que vous connaissez inévitablement, c'est Ursula von der Leyen. Alors je cite, les injustices fondées sur le genre, les croyances et l'appartenance ethnique sont ancrées dans l'histoire européenne. Depuis de nombreux siècles, on ne fait pas dans le détail, se manifestant notamment par l'antisémitisme, l'antitsiganisme, le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles qui sont profondément ancrées dans l'histoire européenne. Je m'arrête 30 secondes, le temps que vous vous imprégniez de ça. Non, pas 30 secondes. Pour confirmer cette pensée, la présidente de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, au mois d'octobre 2024, a déclaré la guerre à la liberté d'expression, en proclamant que les citoyens de l'Union européenne devaient être vaccinés contre la désinformation. J'invente rien, je vous ai dit que je m'appuyais sur des faits, sur des dires. Vaccinés contre la désinformation. On peut s'interroger sur ce qu'est la désinformation et sur ce qu'est l'information. Il est évident que quand on regarde France Inter, on sait ce qu'est l'information. Et elle s'était ainsi érigée en censeur de l'histoire et en toute conformité avec l'idéologie de sa compatriote Sabine Verheyen. Alors nous avons ce qui s'est établi
hein, c'est un pouvoir illégitime qui tente véritablement l'établissement d'un totalitarisme. Un totalitarisme, c'est ça, c'est empêcher une dictature, c'est finalement simple, on subit un pouvoir, mais un totalitarisme, c'est la volonté de changer l'idée des gens, de mettre un terme au libre arbitre. Hein. Le pouvoir des États était ainsi confié à une commission composée d'oligarques, hein, les oligarques. On pensait que c'était dans l'ancienne URSS, mais non, les oligarques, on les a maintenant en Europe, qui visent à la fin des nations. À la fin des nations. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est malheureusement ce que disent les mondialistes, ce que disent les européistes et ce que dit toute une classe sur laquelle je vais revenir. À leur tête, qui a été mise à la tête de cette espèce d'association, il y a une germano-états-unienne, qui sert ces deux pays. Hein, elle sert les intérêts conjugués de l'Allemagne et la caste financière anglo-saxonne. Hein. Ursula von der Leyen, il faut le savoir, d'abord elle a été ministre des Armées en Allemagne, hein, ça marque. Et puis elle est mariée à celui qui lui a donné son nom, de von der Leyen, qui est un des patrons d'Orgenis, qui est une grande firme pharmaceutique qui fait partie du Dolder Club. Alors vous ne savez peut-être pas ce qu'est le Dolder Club, mais en revanche, vous savez ce qu'est le Bilder Club. Hein. Ben, c'est l'équivalent du Bilder Club pour les grands groupes pharmaceutiques, et ils décident quel type de produit il va falloir valoriser parce qu'il rapportera tant, il rapportera tant. Vous pouvez faire une relation peut-être aussi, mais ça je ne la ferai pas parce que je n'ai pas les éléments tangibles avec la Covid-21. Mais enfin, bon, ça, vous mettez entre parenthèses, je ne l'ai pas dit, je ne le redirai pas en tout cas. Donc, cette Madame von der Leyen, qui a un statut de fonctionnaire international, a négocié seule cet accord dont vous entendez parler de plus en plus, le Mercosur, avec les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, qui se fera bien évidemment au profit des pays de l'Union européenne du Nord, qui n'ont pas le même type de production agricole, et au détriment, évidemment, des agriculteurs du Sud, dont les agriculteurs français. C'est une compétition tout à fait illégitime, avec des différences marquées que l'on imagine tout de suite. Les gens de ces pays-là ne sont pas payés comme les agriculteurs de chez nous, ils ne suivent pas les mêmes normes phytosanitaires. Bref, il y a des tas d'inconvénients. Qui plus est, il y a quelque chose qui n'a pas été soulevé par nos amis écolos, c'est que pour faire venir tous ces produits, il faut du pétrole, hein, parce que ça traverse un océan. Donc, elle a également, donc le Mercosur, mais cette dame a également négocié seule, avec le président états-unien Trump. Elle a osé se vanter d'avoir fait baisser les 30% de droits de douane qui étaient prévus à 15%, oubliant de dire que le dollar s'était dévalué de 15%. Vous voyez, hein, c'est un mensonge, évidemment, mais ça, ces gens-là n'hésitent pas à mentir. Et elle vient de signer, alors là, c'est le nec plus ultra, si je puis dire, au nom de la Commission européenne, avec les États-Unis, toujours, un accord commercial et tarifaire unique engageant l'Union européenne à acheter du GNL, du pétrole et des produits énergétiques états-uniens pour une valeur estimée à 750 milliards de dollars sur 3 ans. En 2023, nous avons importé des États-Unis pour 75 milliards de dollars. Faites le compte. 250, donc 3 fois plus. Elle a signé un accord obligeant l'Europe ou engageant l'Europe à importer 3 fois plus de ces produits que l'Europe n'en importait jusqu'à présent. Là aussi, c'est un fait. Hein, je n'invente rien. Il faut, donc, auparavant, en 2023, et vous allez voir, rien qu'avec ce que je dis là,
pendant quelques minutes que nous sommes véritablement soumis à un impérialisme qui est un impérialisme sans État, mais qui est un impérialisme mental. Le 23 octobre 2023, elle avait signé, avec le président accompagné du président du Parlement européen et du haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, toujours avec le président des États-Unis, à l'époque c'était Biden, un accord de défense entre les États-Unis et l'Agence européenne de défense. Le 22 novembre 2023, un mois plus tard, elle incita le dit Parlement européen à voter la révision des traités sur le fonctionnement de l'UE visant, ce sont les paroles, hein, je n'invente rien, visant à la constitution d'un État fédéral européen. Et enfin, le 13 décembre 2023, fut votée la création d'un conseil politique transatlantique sous la direction des responsables de la politique étrangère des États-Unis et de l'Union européenne. Alors, l'engagement idéologique des pays de l'Union européenne se poursuit. Ainsi, la Commission, toujours sous l'impulsion de von der Leyen, a lancé le principe, et alors là, si ce n'est pas une contrainte totalitaire, je suis prêt à ne plus rien dire. Le principe d'un bouclier européen de la démocratie. C'est le terme, c'est l'expression, bouclier européen de la démocratie, dont le véritable but est attentatoire à la liberté des peuples. Il prévoit, c'est un fait, je ne m'appuie que sur des faits, il prévoit un régime de censure contre les partis et les plateformes qui contesteraient l'UE. Ce bouclier permettra d'agir contre tout ce qui pourrait être considéré comme une manipulation et préparera la société, quel orgueil, quelle prétention, hein, à l'exercice de ce type de démocratie. Moi, je croyais que la démocratie, c'était l'expression du peuple. Donc, il y a plusieurs types de démocratie. Il suffit de donner un autre sens au mot démocratie. Et ce bouclier prévoit aussi des filtres automatisés et un réseau de censure financé à hauteur de 5,68 millions d'euros et un fonds annuel de 80 millions d'euros pour financer les médias voulus soumis. Autant dire qu'il s'agit d'un outil d'endoctrinement et de renforcement de la dictature européenne. Voilà. Hein. Donc, bon. Alors, j'ajoute que par toutes sortes d'artifices procéduraux, l'Union européenne arrive à peser sur les élections. Vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie avec le candidat Călin Georgescu qui n'a pas pu se présenter. Et vous avez vu ce qui s'est passé en France aussi. Bon, c'est pas encore établi, mais avec Marine Le Pen. On peut être hostile à Marine Le Pen, mais c'est quand même pas normal. On peut être hostile à M. Georgescu, mais ça n'est pas normal quand on voit que ces gens-là représentent un fort pourcentage de l'électorat. Donc il y a un véritable bouclier européen d'une certaine démocratie. Alors je crois que, mes chers amis, la France n'est pas à sa place dans les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, dans ce système transatlantique qui en fait a subordonné l'Union européenne aux États-Unis. On peut lui reprocher beaucoup de choses au général de Gaulle, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il a dit un certain nombre de vérités. Je disais que la France n'est pas à sa place dans ce système, dans la relation de l'Union européenne avec les États-Unis, et lui disait, le 4 janvier 1963, il le disait clairement, je le cite, « L'Europe occidentale est devenue, sans même s'en apercevoir, un protectorat des Américains. Il s'agit maintenant, c'est en 1963, de nous débarrasser de leur domination. »
Mais la difficulté dans ce cas, c'est que les colonisés, et c'est pleinement le descriptif de la classe politique française d'aujourd'hui, c'est que les colonisés ne cherchent pas vraiment à s'émanciper. Les vues du Pentagone sur la stratégie planétaire, les vues du business américain sur l'économie mondiale nous sont imposées. 63, général de Gaulle. Bon. D'accord. Je crois qu'il faut retrouver une cohérence géopolitique. Il faut connaître les origines de ce système. Il faut connaître les origines de ce système afin de le combattre et puis afin de redonner à la France sa véritable dimension, parce que là, on s'écrase, on s'abaisse, on se disloque. Hein. Je crois que l'Union européenne a reposé sur des idées fausses, les concepteurs, parce que ça remonte à loin, cette affaire. Les concepteurs imaginaient des nécessités. La première de ces nécessités, c'était autour de la sécurité, l'argument de la sécurité. Argument de la sécurité, mais regardez ce qui s'est passé en Europe, hein. Regardez ce qui s'est passé, dislocation de la Yougoslavie, tout ce qui s'est... Bon, j'ai mon camarade Hogar là qui connaît bien cette affaire. Le Kosovo, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe dans nos rues. Regardez ce qui se passe en Angleterre, regardez ce qui... Bon, vous allez me dire, l'Angleterre, on s'en fout parce qu'elle n'est pas dans l'Union européenne. Ben si, elle est quand même impliquée dans le système européen. Et c'est l'OTAN qui nous a impliqués là-dedans. Alliance qui a été imposée au système européen et qui est devenue l'outil de sécurité de l'Union européenne. L'outil de sécurité qui nous a embringués quasiment comme belligérants dans l'affaire ukrainienne, qui voudrait amener les Européens à aller risquer de se battre contre la Chine. Mais quand on y pense, chers amis, c'est du délire. C'est du délire. Alors, il y a eu un autre argument, et celui-là, il faut le combattre, parce que c'est inadmissible. L'argument financier. L'argument monétaire et financier. Vous savez que l'euro a été créé, tout le monde n'est pas dans l'euro, mais enfin les principales puissances européennes sont dans l'euro. Or, l'euro, c'est une monnaie unique. C'est une monnaie unique, ce n'est pas une monnaie commune, ce qu'aurait pu laisser espérer l'écu. Hein. Vous vous souvenez du serpent monétaire, ce qui permettait aux monnaies nationales de varier, de s'adapter à l'économie, aux aléas de l'économie nationale. Plus ou moins. Là, on est dans un système qui est rigide. L'euro, à l'origine, c'était le mark allemand. C'était le mark allemand. Et aujourd'hui, l'économie française est pénalisée parce qu'on ne peut pas dévaluer. On ne peut pas résoudre notre dette parce que nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Cette monnaie, c'est celle de l'Allemagne. À l'origine, c'était 1 pour 2, hein, euro et mark. Bon, de plus, la Commission européenne contrôle notre façon d'être. Aujourd'hui, évidemment, les pays européens sont tous dans une situation économique délicate, mais rappelez-vous, hein, les accords de Schengen, de Maastricht et de Schengen ont prévu que le déficit public de chaque État ne devait pas excéder 3% du PIB. 3% du PIB. Et la dette ne devait pas s'établir à 3%, pardon, 3% du PIB. Et le déficit devait être en dessous de 60%. Aujourd'hui, nous sommes avec 3 300 milliards d'euros de dette à 5,5% du PIB. Et à 112% pour notre dette, 112% du PIB. Donc on est dans une situation extrêmement dangereuse. Mais la Commission européenne peut nous contrôler, et nous contrôle d'ailleurs. On ne peut pas y échapper, sauf à pétarder l'Union européenne, ce qui est possible après tout. Enfin, bon, voilà.
Donc, un autre argument des unionistes, des intégristes de l'Union européenne, c'est la nécessité d'une coopération avec les voisins. Or, ça a toujours existé. Au XIXe siècle, on coopérait avec les voisins, on échangeait. Hein. Même si on se faisait la guerre de temps en temps, on savait qu'il fallait commercer. Bon, cette coopération, elle s'est traduite par quoi? Ben aujourd'hui, la coopération, elle s'est traduite par Galiléo, qui n'est pas opérationnel, par Erasmus, mais quand j'étais gamin, il y avait déjà des échanges entre mon lycée et puis un lycée de Francfort. Donc ça existait déjà tout ça. Il n'y a rien de plus. Mais en revanche, la France seule, a mis au point sa dissuasion, ses centrales nucléaires, elle a réalisé le TGV, des avions de combat les plus performants au monde, et elle s'est investie initialement seule dans la conquête spatiale. Ariane, c'est la France. Après, on a associé quelques pays. Airbus, c'est la France aussi. Hein, et on a associé quelques pays, notamment les Allemands, qui veulent nous piquer tout le savoir-faire aéronautique qui est le nôtre. La France est un pays d'inventeurs, hein, ça c'est évident. Elle n'a besoin d'aucune structure européenne pour réussir. Et l'argument avancé par les eurocrates est fallacieux. Alors, il y a en plus cette nécessaire solidarité imaginée par les concepteurs de l'Union européenne, elle s'avère fausse. Regardez l'exemple, je prends un seul exemple, l'exemple aéronautique, j'en parlais à l'instant. La plupart des pays européens, sauf la Grèce, la plupart des pays européens ont acheté le F-35. F-35, avion de combat américain, qui est nettement inférieur en qualité, en capacité au Rafale, mais il y a l'OTAN, et puis il y a cette relation privilégiée que vous imaginez entre la Commission européenne, les pays européens et l'OTAN, et les États-Unis, parce que l'OTAN, c'est quand même un outil de domination à la main des États-Unis. Donc ces pays ont acheté le F-35, mais le F-35, il faut savoir que c'est pas... Bon, on achète, hein, et puis après on pilote, on fait la guerre éventuellement, mais c'est pas ça. Pour sortir un avion du hangar et le faire décoller, un F-35, il faut l'autorisation des États-Unis. Il faut l'autorisation des États-Unis. Il y a sur le sol américain une base qui contrôle tous les F-35 du monde et qui donne l'autorisation ou non d'effectuer telle ou telle mission. Donc vous voyez dans quel système les Européens se sont mis, sauf la Grèce. La Grèce, elle peut utiliser ses rafales comme elle l'entend. Bon, donc c'est un ensemble de perversions intellectuelles. Vous savez, et puis il y a le résultat, cette approche s'est marquée aussi par une hostilité au modèle français. Je ne vais pas développer, mais la France gêne. La France est tellement particulière, et les Allemands l'ont dit, hein. Rappelez-vous ce que je disais au tout début de mon propos, la France gêne, parce qu'elle est à part, parce qu'elle a une ambition mondiale, parce qu'elle est la France. Hein, parce qu'elle est la France. Et donc, il faudrait faire en sorte que la France ne soit plus la France. Je ne vais pas développer la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Bon, qui a gagné la Seconde Guerre mondiale? Il y a, quand je faisais mes études, j'imaginais que les États-Unis étaient les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient débarqué, opération Overlord, 6 juin 1944. Et puis, en m'investissant dans l'histoire récente et puis en travaillant sur un certain nombre de sujets, j'ai compris que tout cela, c'était de la désinformation, que c'était Hollywood. Hein. C'est Hollywood qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. En fait, s'il n'y avait pas eu Stalingrad, débarquement en Normandie, pas de débarquement en Normandie.
Je rappelle que ce sont les Russes qui sont arrivés les premiers à Berlin. S'il n'y avait pas eu le débarquement du 15 août 1944, débarquement du 15 août 1944, en Provence, 100 000 Français, 100 000 Français, hein, 100 000 Français, eh bien, qui ont remonté ensuite avec l'armée de Lattre, hein, le couloir rhodanien, juste en faisant la jonction avec la division Leclerc, s'emparant du Nid d'Aigle, par exemple. S'il n'y avait pas eu l'armée Juin en Italie pour faire sauter le verrou du Mont Cassin, alors que l'armée Patton piétinait, s'il n'y avait pas eu l'armée Juin avec les divisions d'infanterie algériennes, marocaines, tunisiennes, et avec les pieds noirs qui étaient dans ces divisions, et les soldats venus de métropole, ben, Rome n'aurait pas été libérée, en tout cas aussi vite. Donc toute cette désinformation, elle a été voulue. Bon, je passe sur la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit aussi d'ôter les atouts de la France. Vous savez que la France, c'est une... elle aurait dû participer à Yalta. Le général de Gaulle devait participer à Yalta. C'est Churchill qui n'a pas voulu. Alors que Roosevelt avait été convaincu qu'il était nécessaire que de Gaulle participe à Yalta. Et c'est pour ça qu'il y aura en Allemagne une partie du pays occupée par l'armée française. Mais bon, je passe là-dessus. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire sur ce sujet. Les atouts de la France, eh bien, je passe sur sa compétence que j'évoquais tout à l'heure, mais sur ce qui a fait jusqu'à présent d'elle une grande puissance. La dissuasion nucléaire. Certains Européens, poussés peut-être par quelques Français, voudraient que ça devienne une dissuasion européenne. C'est un contresens. La dissuasion ne peut être que nationale et protéger, sanctuariser le territoire français, les intérêts vitaux. C'est une absurdité. D'autres, et toujours les mêmes d'ailleurs, c'est les mêmes, voudraient qu'on partage notre siège au Conseil de sécurité, notre siège permanent au Conseil de sécurité, au profit de l'Union européenne. Comment peut-on imaginer qu'une administration internationale ait un droit de veto au Conseil de sécurité? C'est là aussi une absurdité, mais le fait même que ça ait été demandé, proposé, imaginé, prouve bien à quel point nous n'avons pas d'amis en Europe. Nous avons quelques amis peut-être, mais nous avons surtout des contestataires, hein, pour le moins. Il y a aussi cette agression contre la langue française. Quand je vois ces journalistes qui se targuent de parler, de baragouiner l'anglais, un président de la République qui essaie lui aussi, en contradiction avec cet article 2 d'ailleurs de la Constitution qui fait du français la langue officielle de la République, qui essaie de s'exprimer en anglo-saxon, je suis profondément choqué. Alors, quand le marché commun a été créé, il n'y avait pas d'autre langue que le français. C'était évident pour tout le monde, jusqu'à l'Europe des Neuf. Et lorsque les Anglais sont venus, ils ont déposé leur langue et puis ils sont partis. Hein. Il y a une agression contre la langue française. Aujourd'hui, à Bruxelles, il faut parler l'anglo-saxon. Hein. Or, il y a 540 millions, non pas 300, mais 540 millions. Je m'appuie sur les travaux d'Ilyes Zohri, hein, qui est un remarquable analyste de la chose. 540 millions de locuteurs, c'est la 4e langue la plus parlée au monde et la 3e langue des affaires. Et la France, alors là je vais vous étonner, chers amis, la France, si on réunit tous les atouts, hein, qui sont les siens, la France, c'est la 2e ou 3e puissance mondiale avec la Chine. Ça vous étonne, n'est-ce pas, hein?
tous critères confondus, tous critères de puissance confondus, économie, capacité industrielle, capacité militaire, découverte, industrie spatiale, diplomatie, culture ou encore géographie. On oublie, on parle des 550 000 km² de l'Hexagone. Mais la France est archipélagique. La France, elle est de tous les continents. 11 millions de kilomètres carrés. Et si on additionne aux 550 000 km² la superficie de nos îles, on passe à 650 000 km². Notre principal voisin, ça n'est pas l'Espagne, ça n'est pas l'Allemagne, c'est le Brésil. C'est le Brésil. On a près de 600 km de frontières communes avec le Brésil. On est frontalier avec 30 États dans le monde. 30 États. Il n'y a pas un pays qui a autant de frontières que la France. Pas un pays. Pas un pays. Qui le sait parmi nos dirigeants? Qui le sait? Aucun. Je rappelle aussi que la Guyane, qui est un département d'outre-mer, qui j'espère va le rester, malgré les assauts répétés d'un certain ministre, la Guyane, c'est la dimension de l'Autriche. Petit pays, la France? Allons, soyons sérieux. Autre chose, les Européens ont fait main basse sur le droit. Initialement, c'était le droit français qui s'appliquait dans les cours européennes, cours de justice européenne, cours des droits de l'homme, et puis évidemment à Bruxelles. C'était le droit inspiré du droit romain que Napoléon les équipes de Napoléon ont amélioré pour faire le code civil, le code pénal, etc., etc. Et bien aujourd'hui, ce code, cette inspiration française est battue en brèche. C'est un droit d'origine anglo-saxonne, venu évidemment de la jurisprudence états-unienne. Alors, pour faire rentrer la France dans le rang, les idéologues s'acharnent. Il faut, les auteurs du traité de Rome, le traité de Rome, c'est ceux qui ont commencé à bâtir, si je puis dire, cette institution. Le traité de Rome qui a été avalisé en 1957, s'il avait été présenté à la signature un an plus tard, c'est-à-dire au moment du retour du général de Gaulle au pouvoir, il n'aurait jamais été signé. Jamais été signé, parce qu'il portait en lui le germe de toutes ces dérives. Je cite, « Le traité établit la communauté économique européenne et ouvre une nouvelle ère d'intégration toujours plus étroite en Europe. » Tout était dit. Tout était dit au moment du traité de Rome. Je crois que malheureusement, tout cela a porté, tout cela a fait ses fruits. L'idée d'intégration européenne, de manière insidieuse, s'est installée dans l'esprit des gens, dans l'esprit de nos politiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans cette situation. Il y a une doxa qui s'est installée. Donc une grande partie de nos hommes politiques, même la totalité, ont été convaincus, pas convaincus, mais soumis à un certain nombre de principes qui leur paraissent peut-être comme intangibles. Et puis l'affaire ukrainienne, quand même. L'affaire ukrainienne, c'est considérable. On n'a aucun intérêt en Ukraine. Qu'est-ce qu'on est allé faire se mêler de ces affaires? Je disais tout à l'heure à Irina que pour moi, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, c'était une guerre civile. C'était une guerre civile. Oui, il faut reconnaître l'histoire, justement, la vraie histoire. Donc la France n'avait rien à faire là-bas. Elle aurait dû rester dans sa dimension de puissance de médiation. C'était son rôle traditionnel, et non pas s'aligner sur les États-Unis au début, et surtout sur les Britanniques, parce que le MI6 a été plus opérationnel dans ce domaine que la CIA, avec Victoria Nuland, qui a poussé à la roue et qui a imaginé ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas?
et tout l'endoctrinement que la population française subit en conséquence, évidemment. Je ferai une dernière remarque qui concerne le président, en fait. En 2024, les recettes de l'État étaient de 310 milliards d'euros et les dépenses de 450 milliards d'euros. Donc ça faisait un déficit de 130 milliards. Eh bien, le président de la République a décidé d'acheter la dette états-unienne pour 100 milliards d'euros. Ça, c'est un fait. Et c'est à mettre en relation, avec l'achat de 550 tonnes d'or, à la vente plus exactement de 550 tonnes d'or dans les caves de la Banque de France, aux États-Unis, à un prix défiant toute concurrence par M. Sarkozy. C'est aussi un fait. Alors, bon, je crois que je ne vais pas développer la situation actuelle, elle est conflictuelle dans notre pays. Il y a cette contradiction entre la France profonde et la France telle que certains voudraient la voir dans l'ensemble européen. Et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Ce qui va se passer, à mon avis, c'est difficile de le dire. Je crois que la France, je l'ai évoqué à un moment, est devenue grande grâce à sa situation géographique. Elle a toujours empêché les ambitions hégémoniques de se concrétiser, tout en assimilant les qualités du Nord et celles du Sud. En revanche, elle a pu s'étendre, mais a toujours été amenée à renoncer à une extension générale en s'éloignant de son centre, car elle perdait de sa substance. Vous savez, c'est un peu comme ces pierres que l'on jette dans l'eau. Il y a des circonférences, mais elles s'élargissent, et puis elles s'affaiblissent et elles s'éteignent. Je crois que le président Macron a définitivement, mais il est dans une ambiance, l'ambiance actuelle, définitivement rejeté l'idée d'une France grande puissance mondiale. Or, je l'ai évoqué, nous avons tout pour être une grande puissance. Nous étions une grande puissance et nous avons tout pour le redevenir. Nous sommes un archipel, en fait. Si je fais un peu d'analyse géopolitique, la France est un isthme, la France européenne, c'est un isthme. C'est-à-dire qu'elle est baignée par 4 mers. 4 mers. Elle est donc une puissance maritime. Qu'est-ce qu'elle fout en Europe? L'avenir de la France, il est dans le grand large. Il est aujourd'hui, c'est assez curieux, mais ça peut vous paraître étrange, mais il est du côté du Pacifique, où nous avons des tas d'intérêts et des tas d'amis. Vous savez que, l'Inde, par exemple, la langue officielle de l'Inde, c'est l'anglo-saxon, mais la première langue étrangère obligatoire, c'est le français. C'est le français. À Pondichéry, nous avons une communauté française parce que les gens se transmettent l'appartenance à la France de génération en génération, à Pondichéry. Au Vietnam, où j'ai eu la chance d'aller pour établir des relations politiques et de politique militaire avec ce pays plusieurs fois, il y a un amour de la France, il y a un respect de la France. Je crois que cette classe politique, je l'ai développée dans un papier que vous n'avez pas tous eu, bien sûr, où je disais « qui osera ». Et je crois que cette classe politique actuelle est incapable. Monsieur Lecornu, le nouveau Premier ministre, ne sera pas plus capable que son prédécesseur, que ses prédécesseurs, ou que ses successeurs, s'il y en a, de régler les problèmes de la France. Les problèmes de la France, c'est ailleurs qu'ils se traitent. Vous savez, on ne peut pas réformer, tout se passe à l'Union européenne. Donc,
on pourrait imaginer réformer le système européen de l'intérieur et dire, nous autres Français, on a des problèmes, vous autres, vous en avez aussi, il faut réformer le système. Mais comment voulez-vous réformer une organisation de 27 pays dont certains ont tout intérêt, je pense à Chypre, je pense à la Lettonie, ont tout intérêt à poursuivre dans le cadre de l'Union européenne. Pour eux, c'est intéressant, c'est tout bénef. Hein. Malte est devenue une véritable puissance. Bon, donc je crois qu'il faut quitter l'Union européenne brutalement. C'est-à-dire ne pas utiliser l'article 50 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui prévoit la sortie, que le Royaume-Uni a utilisé d'ailleurs. Vous avez vu, ça a duré. Ben non, il faut être brutal. Il faut dire, on quitte l'Union européenne, on quitte l'euro, et bon, je détaille la façon de faire, hein, évidemment. On quitte la BCE surtout. La BCE, elle détient 4 000 milliards de dettes des pays européens. Elle ne peut pas prêter aux pays européens, mais en revanche, les banques privées prêtent. Et la Banque européenne rachète les dettes des pays européens et de la France. Et sur ces 4 000 milliards, il y a 700 milliards de dettes françaises. Donc pourquoi, alors que c'est nous, après tout, qui détenons le fonctionnement de la BCE, pourquoi ne dirions-nous pas, en stop, nous on ne vous rembourse pas ces 700 milliards hein, la BCE n'a plus de raison d'être. Hein. Donc on quitte la BCE, on reconstruit notre système monétaire avec le franc, on rétablit une relation entre la Banque de France qui n'a plus d'autorité, elle est soumise à la BCE. On lui rend son autorité, mais on fait en sorte qu'elle soit à nouveau en relation étroite avec le Trésor et avec l'État. C'est-à-dire que l'État pourra demander à la Banque de France, comme il faisait avant 1973, la Banque de France, vous me prêtez tant d'argent, à taux zéro. Or là, quand nous empruntons sur le marché, eh bien c'est au taux du marché. Et plus notre note donnée par les agences de notation états-uniennes, bien sûr, est dégradée, et plus nous payons cher nos emprunts. Donc ce système, il est pervers. D'autant plus que ces banques prêtent, mais elles n'ont pas l'argent qu'elles nous prêtent. Elles ont des fonds propres, mais pas suffisamment. Elles ont des avoirs, mais pas suffisamment pour prêter. Donc elles font de la création monétaire. C'est de la création monétaire. Donc c'est du vent tout ça. Donc il va falloir dire un jour, stop. Hein. En revanche, les intérêts qu'on leur verse, c'est de l'argent réel. Hein. C'est de l'argent réel. Donc ce système, il faut le mettre à bas. Donc la BCE, le franc, hein, et puis rétablir les frontières. Comment voulez-vous lutter contre l'immigration à partir du moment où vous n'avez plus de frontières? C'est Schengen, ça. Hein. Schengen, Mitterrand, c'était 5 pays qui se connaissaient. Mais maintenant, c'est un ensemble de pays. Alors, n'importe qui débarque sur telle ou telle côte, et puis il peut aller où il veut. Donc, il faut mettre un terme à Schengen. Il faut rétablir des frontières. Et ça permettra aussi de lutter contre le trafic de drogue, comme le narcotrafic. Vous voyez l'impact que ça a, cette quasi-guerre civile que nous menons. Hein, je parlais de la sécurité qui était un objectif de l'Union européenne. On en a la conséquence aujourd'hui de cette politique de sécurité. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc il va falloir évidemment revenir au franc avec une évaluation peut-être importante, mais enfin bon, ça nous permettra d'adapter notre économie, de la relancer, de relancer les exportations, de stimuler, il faudra les protéger, de stimuler ce que j'appelle nos innovettes,
c'est-à-dire ce que d'autres appellent les start-up, hein, parce que dès qu'elles sont intéressantes, hop, l'oligarchie internationale, ce que mon camarade Dominique Delaward appelait avec constance l'État profond, qui récupère tout ça, c'est-à-dire les fonds de pension, c'est-à-dire le système bancaire anglo-saxon, c'est-à-dire les GAFAM, c'est-à-dire le lobby militaro-industriel, tout cela. Bon, il faut maintenant arriver à s'en échapper, s'en évader. Donc là, il faudra évaluer, voilà ce qu'il faut faire. Alors, que va-t-il se passer au plan politique? La situation est tellement délabrée qu'on ne peut pas trop dire ce qui va se passer. Et s'il y a des élections, il faudra souhaiter qu'il y ait, un raz-de-marée. Mais sur quoi? Sur quoi? Il faudra peut-être que certains se réunissent pour proposer un programme de reconstruction. Un programme de reconstruction. Et c'est sur ce programme, et non pas sur telle ou telle personne, qu'il faudra voter. Un programme. Hein. Je sais qu'il y a quelques camarades qui réfléchissent là-dessus, quelques camarades, quelques amis, hein, ou quelques personnes sensées. Hein. Donc, un programme. Et si ça passe, eh bien, il faudra mettre en œuvre ce programme qui fera exactement ce que je viens de dire. Sinon, eh bien, il y a le risque, mes amis, il y a le risque d'un éclatement, il y a le risque d'une guerre civile. Et vous savez, je termine là-dessus, c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Il y a dans la Constitution, en 1792, la première Constitution, en fait, adoptée en 1793, mais jamais appliquée, il avait été dit que le peuple était souverain, bien sûr, et dans son article 35, il était clairement dit que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Hein? Aujourd'hui, cette légitimité est indirectement reconnue dans ce qui est dénommé le bloc de constitutionnalité. Vous savez, le bloc de constitutionnalité, c'est évidemment la Constitution du 4 octobre 1958, c'est le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, hein, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et puis c'est la Charte de l'environnement. Et si ce droit à l'insurrection ne figure pas en tant que tel, en revanche, l'article 2 de la Déclaration de 1789, qui fait partie de ce bloc de constitutionnalité, mentionne parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme la résistance à l'oppression. Alors que l'on ne nous raconte pas qu'une insurrection c'est impossible, et puis ça serait totalement scandaleux, c'est légitime, et on risque d'aller vers ça. Je ne le souhaite pas, parce que c'est quand même dramatique, hein, une insurrection. Ça ne se fait pas avec des petits fours, hein, ça se fait d'une toute autre manière. Donc il faut imaginer le premier scénario, que certains proposent un programme et que l'on vote sur ce programme et non pas sur un bonhomme qui, inévitablement, ferait partie de cette clique qui est incapable de résoudre les problèmes de la France parce que, soumis à la doxa, ils sont incapables d'analyser la responsabilité et l'origine de ce qui se passe actuellement dans notre pays. L'origine est évidemment notre subordination à cet ensemble Euro-États-Unis, à cet ensemble Union européenne. La situation géopolitique. Je crois que Trump, je vous le disais tout à l'heure, est un grand bonhomme pour les États-Unis. Il est en train de réformer l'interventionnisme états-unien. Il faut se référer aux grands penseurs de la géopolitique, c'est-à-dire à Mackinder, à Nicholas Spikeman,
et à Mahan, hein, l'amiral états-unien qui disait que qui tient les vagues tient le monde. Et puis Mackinder qui disait, lui, qui voyait l'île monde, donc la Russie et l'Europe, voire avec l'Afrique. Et Spikeman a avancé, a précisé en disant que l'île monde était entourée par un chapelet d'îles. Alors pourquoi je fais allusion à ces grands géopoliticiens? Tout simplement parce que Trump est en train de faire basculer son pays d'un interventionnalisme absurde à un contrôle des mers et des océans. Il a imaginé à peu près ce que j'ai dit à propos de la France. La France est maritime. Hein. Et Trump, Trump imagine contrôler le canal de Panama, par exemple, le canal de Suez, la mer Rouge, le Groenland. Pourquoi le Groenland? Tout simplement parce que c'est la voie vers le pôle. Hein, et le pôle, c'est raccourcir l'itinéraire vers l'Asie, et qui contrôle ça. Pourquoi aussi Taïwan? Taïwan, pourquoi? Parce que Taïwan, c'est le verrou de la mer de Chine. Si Taïwan tombe, toute la mer de Chine devient chinoise. Donc, ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est un revirement de situation. L'Ukraine n'intéresse plus les États-Unis. N'intéresse plus. Elle intéresse l'État profond. L'État profond, parce que l'État profond, c'est la finance. Et en Ukraine, évidemment, on pousse de l'armement. Et il y a le lobby militaro industriel qui fait partie de l'État profond, qui vend de l'armement aux Européens, qui vend de l'armement aux Ukrainiens. Parce que les Ukrainiens, les pauvres, ils rembourseront d'une manière ou d'une autre tous les frais qui ont été occasionnés par ce conflit. Donc Trump est en train d'abandonner l'Ukraine, à mon avis. Hein, à mon avis, là c'est de l'interprétation géopolitique. Et il a en face de lui un interlocuteur qui est de sa trempe. Poutine et Trump, ce sont deux grands bonshommes. Alors, Poutine a intérêt aussi à voir que l'Ukraine s'effondre, elle s'effondrera, c'est clair. Ça prendra peut-être un peu de temps, mais elle devrait s'effondrer. Alors, pourquoi? Il n'a pas d'ambition impérialiste, Poutine. Lui, il veut simplement protéger son pays et puis peut-être reprendre des relations, parce que c'est une puissance européenne, mon Dieu. Hein, quand le père de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il incluait bien la Russie d'Europe. Bon, l'extrême-orient, naturellement, n'est pas était inclus, mais il disait bien que la Russie faisait partie de l'Europe. Et la Russie, si on fait l'histoire, elle fait partie de l'Europe. Donc Poutine le sait très bien. C'est un homme intelligent, c'est un homme cultivé, et il sait que, tôt ou tard, il faudra que la Russie réintègre le dispositif européen. Quand je dis le dispositif européen, le concert des nations européennes. Vous savez que avant le déclenchement, il y a 3 ans, de ce que j'appelle une guerre civile, toutes les grandes entreprises françaises étaient en Russie, les entreprises européennes, allemandes aussi. Enfin bon, bref, il y avait une intégration après l'effondrement de 91 de la Russie. Manque de peau, les conservateurs états-uniens, ce que je disais tout à l'heure, ont fait en sorte que tout ça, pour les Européens, en grande partie, passe par pertes et profits. Eux, non. Hein. Enfin, on pourrait gloser là-dessus pendant longtemps. Donc, voilà ce que je pense. Alors, je pense à autre chose. Il y a un rapprochement, et pas une alliance, mais un rapprochement entre la Chine et la Russie. Ce rapprochement est circonstanciel. Il est circonstanciel. Il n'est pas naturel. La Chine et la Russie sont concurrentes. Vous savez, le vide de l'Asie, enfin des terres d'Asie centrale, hein, sont vides. Et au sud, vous avez une Chine surpeuplée. Et puis l'Asie centrale est riche de toutes sortes de matières premières. Je vous rappelle que dans les années 60, il y a eu un conflit qui a failli dégénérer entre 2 pays communistes, la Chine et l'URSS. Je crois que c'était sur l'Ussuri, hein, de mémoire, pour une île. Hein, pour une île. Et
Et donc, tout ça pour une simple île. Hein. Il y a une méfiance à l'égard de la Chine. Il y a une méfiance, c'est naturel. Et la Russie se trouve finalement plus en sécurité dans un système européen, dans des relations européennes, que dans une relation avec la Chine. Alors vous allez me dire, et les BRICS? Les BRICS, c'est circonstanciel aussi. Hein, c'est contre l'ennemi commun. L'ennemi commun, c'est l'impérialisme états-unien. Et si on joue ensemble pendant un moment, c'est parce qu'on a des intérêts communs. Lorsque les intérêts communs auront disparu, ben, on retrouvera des oppositions, voire des animosités. La France était menacée par ses partenaires européens, enfin, était menacée, enfin, dans les tentatives de discrédit de la France, il y avait son siège permanent au Conseil de sécurité et il y avait sa dissuasion nucléaire. Et j'ai dit que la dissuasion nucléaire ne pouvait dissuader qu'un ennemi qui s'attaquerait aux intérêts vitaux, aux intérêts essentiels de la France. Bon, est-ce que, je ne sais pas, imaginons que l'Estonie soit menacée. Est-ce qu'on engagerait le feu nucléaire pour l'Estonie en risquant de faire détruire Paris, Lyon, Marseille, toutes nos grandes villes? J'en doute fort. J'en doute fort. Donc c'est une absurdité. C'est vraiment du délire, mais du délire reposant sur une idéologie. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible. De toute façon, qui déclencherait le feu nucléaire? On réunirait tous les présidents, là. Ah, non, non, moi je ne suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Bon, toi, tu te tais. Hein, mais on va quand même lancer une bombe atomique sur Kiev. Ah, pas sur Kiev, sur Saint-Pétersbourg. Hein. C'est absurde. Ça fait partie des multiples incohérences de la doxa européenne et de ses tentatives d'élargissement. Je dis que c'est impossible. C'est impossible. Donc le fait que Moscou se sente menacé, Poutine est parfaitement conscient de l'irréalisme de ce type de proposition. Totalement. C'est pas un idiot. C'est absurde. C'est absurde. En plus, qui nous menace? Mais franchement, là aussi, hein, qui nous menace? Qui nous menace? Je ne trouve pas d'autre terme, c'est impensable. C'est contraire à la dissuasion nucléaire. Et j'ajoute, si nous mettions notre système nucléaire à la disposition de l'Union européenne, ça ne serait pas l'Union européenne. Ce serait pas l'Union européenne. Hein. D'abord, le président de la République n'aurait plus voix au chapitre. Ah oui, ça serait l'OTAN qui prendrait en compte notre système nucléaire. Vous vous imaginez? Voilà, c'est tout ce que je peux répondre.